Bonjour à tous, dans le cadre du cours de gestion des risques financiers, Nicolas Fadeux et moi-même allons vous présenter un article de 2007 intitulé « Les banques exagèrent-elles leur VaR ?» Concentrons-nous quelques minutes sur le titre « Les banques exagèrent-elles leur VaR ?» Dans le cadre d'une banque, la VaR est le pire rendement qu'elle peut obtenir sur 99 jours pour une période de temps de 100 jours. Elle nous indique qu'à un niveau de confiance de 99%, nous avons une probabilité de 1%, soit une journée sur la période d'obtenir un rendement inférieur à la VaR. La VaR est une mesure de risque imposée par les autorités canadiennes depuis 1997. En revanche, les modèles d'estimation de la VaR ne sont pas imposés aux banques. Ces dernières peuvent utiliser leur propre modèle, appelé modèle propriétaire, pour évaluer la VaR et par conséquent le risque. Néanmoins, elles doivent prouver que le modèle utilisé soit fiable et réponde aux exigences des autorités. La VaR permet aux banques de calculer une charge de capital suffisante pour couvrir les éventuelles pertes futures survenant lors de mauvaises conditions de marché. Notez que cette mise en réserve est imposée par les autorités financières depuis l'amendement de l'accord de Bâle de 1996. La question que nous pourrions donc nous poser est: quelles sont les raisons qui pousseraient une banque à surestimer ou à sous-estimer sa VaR, autrement dit, à surestimer ou à sous-estimer son risque? Nous verrons en effet qu'il existe des implications directes de la sous- ou de la surestimation de la VaR, vis-à-vis notamment des autorités bancaires, des investisseurs ou de toute autre personne intéressée. Nous allons tenter de répondre à ces questions au cours de la présentation et vous démontrer qu'en pratique, les banques et plus précisément les 6 plus grandes banques canadiennes exagèrent leur VaR. Voici maintenant notre table des matières. Notre présentation débutera avec une introduction dans laquelle nous vous rappellerons quelques définitions importantes permettant de bien comprendre la présentation. Au point suivant, nous allons répondre à la question: pourquoi les banques surestimeraient ou sous-estimeraient leur VaR? Au troisième point, nous vous présenterons l'analyse empirique de l'article qui a apporté la preuve directe que les banques surestiment leur VaR, et nous terminerons notre présentation avec une conclusion sur les contributions de l'article. Donc, par rapport à l'introduction, voici quelques rappels concernant la value at risk et le backtesting. Donc, la VaR correspond au montant des pertes qui ne devrait pas être dépassé pour un niveau de confiance donné sur un horizon temporel donné. On sait que la VaR permet aux banques de mesurer le risque ainsi que la perte probable auquel une banque pourrait faire face. Elle permet donc aux banques de déterminer la charge de capital que cette dernière devra mettre en réserve pour couvrir ce risque. Mais elle poursuit également deux autres objectifs. Elle fournit une mesure du montant du risque de marché supporté par une banque, et elle est supposée réduire l'asymétrie d'information entre une firme et le marché. Et deuxièmement, elle permet aux régulateurs d'évaluer la validité des modèles de la VaR par le processus de backtesting. Donc maintenant, par rapport au backtesting, c'est un processus qui consiste à tester, a posteriori, la pertinence d'une modélisation telle que l'estimation de la VaR, en s'appuyant sur un large ensemble de données historiques réelles et des données sur les pertes et profits que l'on appellera les données PNL. Nous allons maintenant vous détailler les 4 raisons qui pousseraient une banque à surestimer sa VaR. La première raison qui pousse une banque à surestimer sa VaR, c'est que les modèles internes de toutes les banques de trading ne peuvent pas précisément estimer le risque de marché. Cette raison est peu probable puisqu'il semble peu crédible que tous les managers de risque des banques feraient systématiquement des erreurs dans la même direction, c'est-à-dire la surestimation de la VaR. Une deuxième raison qui pousse les banques à surestimer sa VaR est que les portefeuilles détenus par les banques sont tellement grands et diversifiés que même si la mesure est bonne au niveau de chaque source de risque, l'agrégation est un véritable casse-tête. La surestimation de la VaR survient donc quand les banques rassemblent les estimations de la VaR à travers les secteurs d'activité différents sans représenter correctement les effets de diversification, ou autrement dit, les effets de corrélation entre les secteurs. Le premier élément sur lequel nous voudrions attirer votre attention est l'effet de diversification. Afin d'éclaircir davantage cette deuxième raison de la surestimation de la VaR, voici un tableau sur le slide reprenant les différentes VaR des 6 grandes banques canadiennes. Ce tableau est extrait de l'article étudié. Il présente une description du modèle de VaR dans lequel nous voyons notamment que celle-ci a été calculée quotidiennement avec un niveau de confiance de 99%. Il présente également la période d'échantillonnage ainsi que le nombre d'observations. Et pour terminer, il présente la VaR exprimant taux par catégorie de risque et la VaR totale. Notons que l'avant-dernière ligne indique l'effet de diversification.
appelé aussi effet de corrélation. Il est à retirer de la somme totale des différentes catégories de la VaR. Cet effet pourrait être sous-évalué et par conséquent donner lieu à une surestimation de la VaR par les banques. La dernière ligne est donc la VaR totale. Par exemple, pour la banque NBC, celle-ci est à 5,1%. Cela signifie que la banque NBC, National Bank of Canada, a une probabilité de 1% de perdre plus de 5,1% de son investissement. Autrement dit, sur une période de 100 jours, la banque risque de faire une perte de plus de 5,1% de son investissement sur une des journées de la période. Notons que si une banque vient à négliger ou à ne pas prendre en compte du tout l'effet de diversification, cela pourrait fausser considérablement le résultat de la VaR. Prenons pour exemple la Banque nationale du Canada et la Banque de la Nouvelle-Écosse. Nous remarquons que ces deux banques verraient leur VaR doubler si elles ne prenaient pas en compte l'effet de diversification. Un deuxième élément permettant d'éclaircir cette deuxième raison de la surestimation de la VaR, qui est, comme on l'a dit précédemment, la grandeur, la diversité et la complexité des portefeuilles, est justement cette complexité des portefeuilles. Nous allons l'expliquer par un exemple juste après. Donc en effet, le tableau à l'écran présente pour chaque banque sa capitalisation boursière, son total actif, son montant total notionnel de produits dérivés, son taux de return sur action annualisé, son revenu par pays, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, et en dernière ligne, il y a la VaR totale que l'on a repris du tableau précédent. Donc on constate que les trois banques ayant le montant total notionnel de produits dérivés le plus élevé, donc c'est-à-dire ici, par ordre décroissant, la Banque Royale du Canada, RBC, la Banque de Toronto, TD, et la Banque de Montréal, BMO, présentent les VaR les plus élevés. On peut donc conclure que ces trois banques, ayant un portefeuille de trading grand et complexe, ont tendance à être plus conservatrices dans leur estimation de la VaR. Une troisième raison de l'exagération de la VaR réside dans le fait que les banques ne veulent pas mettre leur réputation en danger. Ils sont donc extrêmement prudents en rapportant leur VaR. En effet, le marché va probablement sévèrement punir n'importe quelle banque qui est incapable d'évaluer correctement son exposition au risque. Cette forme de prudence peut donc aussi expliquer l'exagération de la VaR. Une quatrième et dernière raison de surestimer la VaR est la volonté des managers de risque des banques de surestimer leur VaR dans un but de prudence. En effet, la VaR est directement liée au capital réglementaire selon le comité de Bâle. Plus une banque aura une VaR élevée, plus son capital réglementaire sera élevé. Et donc, une banque qui est bien capitalisée pourra se permettre d'augmenter sa VaR et par conséquent son capital réglementaire dans un but de prudence. Voici ici un tableau reprenant pour chaque banque, Tier 1, Tier 2, le capital réglementaire ainsi que le total actif pondéré au risque. Le Tier 1 est composé de deux parties. Premièrement, il y a le noyau dur qui est lui-même composé d'actions ordinaires et des bénéfices mis en réserve. Et deuxièmement, il y a le capital. Pour le Tier 2, il se compose des dettes subordonnées qui ont une capacité d'absorption de pertes beaucoup plus faible. En d'autres mots, le Tier 1 et le Tier 2 forment ensemble le capital et le capital supplémentaire qui, moyennant quelques ajustements, notamment grâce à la VaR, nous donne le capital réglementaire qui est situé dans le tableau à la troisième ligne. Notez également que la VaR permet de pondérer chaque actif de la banque au risque. Il est important de savoir que les autorités financières, selon les accords de Bâle, imposent aux banques un ratio minimum de 10%. Ce ratio est en fait la division entre le capital réglementaire, calculé par la banque, et le montant total des actifs pondérés au risque. Nous constatons que chacune des banques de ce tableau présente un ratio qui est supérieur à 10%. Nous avons par exemple un ratio de 12,8% pour la banque NBC. Notez également que la valeur de ces ratios est bien supérieure au taux de 10%, donc il s'agit donc d'un premier indicateur aussi d'exagération de la VaR par ces banques. Nous venons de vous présenter les 4 raisons qui poussent une banque à surestimer sa VaR. Maintenant, nous allons vous donner les 2 raisons qui pourraient pousser une banque à sous-estimer sa VaR. La première raison pour une banque de sous-estimer sa VaR est que la sous-estimation de celle-ci lui donnera la possibilité de mettre moins de capitaux en réserve et par conséquent d'avoir la possibilité d'investir davantage. Rappelons que l'un des objectifs de la VaR est de déterminer le montant de capital à mettre en réserve, appelé capital réglementaire. Notez donc qu'un capital réglementaire excessif peut empêcher la banque d'investir dans des projets séduisants et avoir un effet nuisible sur la croissance de l'économie.
Il est important de préciser que les commentateurs de marché s'attendaient à ce que les banques canadiennes sous-estiment leur VaR, pour cette raison qui leur semblait relativement attrayante. Mais il s'est avéré que les banques canadiennes surestiment leur VaR et nous présenterons la preuve dans l'analyse empirique. La deuxième raison de la sous-estimation de la VaR par les banques est directement liée au comportement des investisseurs. En effet, une banque qui présente aux investisseurs une VaR sous-estimée est moins risquée que ce qu'elle n'y paraît. Par conséquent, cela attirera un certain nombre d'investisseurs que l'on pourrait qualifier de prudents, souhaitant investir dans cette banque sans nécessairement exiger un retour sur investissement élevé. Si l'on inversait cette tendance, on constaterait que cela pourrait constituer une raison de surestimer sa VaR. En effet, une banque qui présente une VaR surévaluée est plus risquée que ce qu'elle n'y paraît. Par conséquent, certains investisseurs non avertis de cette surestimation, souhaitant investir dans cette banque, demanderaient un return plus élevé. Néanmoins, cette surévaluation de la VaR fera directement fuir les investisseurs plus prudents. En conclusion, une sous-estimation de la VaR permettrait aux banques d'attirer les investisseurs averses au risque et inversement s'il s'agit d'une surévaluation de la VaR. N'oublions pas de préciser qu'une sur- ou une sous-évaluation de la VaR pourrait donc engendrer des déformations des cours des actions selon qu'il y ait ou non une asymétrie d'information entre les potentiels investisseurs de la firme. L'article au départ se concentrait principalement sur la question « Est-ce que les banques surestiment ou non leur VaR ?» Il nous a semblé important de vous donner au départ les raisons qui pourraient pousser une banque à surestimer ou à sous-estimer sa VaR. Maintenant que nous savons que les banques surestiment leur VaR, nous allons vous le démontrer mathématiquement, dans l'analyse empirique. Et donc, dans le cadre de cette partie, on va vous démontrer qu'en effet, les 6 plus grosses banques canadiennes surestiment leur VaR. Cette partie sera découpée en plusieurs étapes. Tout d'abord, les données. Cet article est la première étude empirique des systèmes de gestion des risques bancaires. Les auteurs ont utilisé les VaR et les données PNLs de 6 banques canadiennes au cours de la période du 1er novembre 1999 jusqu'au 31 octobre 2005, soit 7354 jours de trading, dans le but de comparer leurs estimations du risque et le risque avéré. Les données sont issues des rapports annuels communiqués par les banques et ont été extraites en utilisant la méthode d'extraction de données appelée MATLAB. L'article contribue au débat sur l'exactitude des données de VaR utilisées par les banques de commerce en posant une simple question: est-ce que les banques exagèrent ou non leur VaR? Les auteurs ont trouvé la preuve que les banques de commerce surestiment leur VaR. Les auteurs se sont donc intéressés aux banques canadiennes, parce que contrairement aux banques américaines, les banques canadiennes montrent systématiquement dans leur rapport annuel un graphique de VaR quotidien et les données PNLs. Une caractéristique intéressante de cette technique d'extraction, appelée MATLAB, est que les VaR quotidiennes et les données PNLs utilisées dans le cadre de l'étude n'étaient pas anonymes. Par conséquent, cela a permis aux auteurs de fournir des détails complets des bilans et des banques étudiées. Donc nous sommes ici toujours dans l'analyse empirique. Jérôme vient de vous présenter les données et moi je vais un peu m'attarder sur les statistiques descriptives qui ressortent de l'article. Donc ici, sur le slide, vous avez 6 graphiques qui représentent pour chacune des banques sur la période étudiée leur VaR, la ligne grise, et leurs données PNL, la ligne noire. Toutes ces données sont extraites par jour. Il faut aussi signaler que les cercles rouges, ici il y en a 2, il y a la Banque de la Nouvelle-Écosse et la Banque nationale du Canada. Ces 2 cercles représentent en fait les jours pendant lesquels la perte excède la VaR. C'est appelé les exceptions. On peut également appeler ces cercles des violations ou le terme hit en anglais. Nous allons maintenant comparer en fait les caractéristiques et les différences entre certaines banques en matière de données PNL et de VaR. Donc premièrement, nous remarquons que pour les 6 graphiques, les données PNL des banques sont très volatiles. Deuxièmement, les auteurs comparent certaines banques par rapport à la distribution des données PNLs. Par exemple, ils disent que pour la Banque de Montréal, BMO, ils disent qu'elle s'expose à très peu de pertes et à des pertes qui sont infimes. Une comparaison est faite avec la Banque nationale du Canada, NBC, où les auteurs avancent que cette banque fait beaucoup de pertes, parmi lesquelles certaines sont très sévères. C'est ici que nous ne suivons pas tout à fait les auteurs, car nous remarquons que les échelles de ces graphiques ne sont pas équivalentes. Par exemple, les pertes de BMO sont petites en ampleur, mais elles peuvent atteindre -2 ou -3
avec des pics allant jusqu'à -5 et des zones à -7 et -8. J'ai tracé donc la ligne rouge pour que vous ayez plus facile pour vous situer. Et donc on peut voir clairement ici que voilà, s'il y a peu peut-être de pertes et on dirait qu'elles sont peu importantes, mais vu que l'échelle ici, on descend directement de 0 à -15, une petite différence, on peut vite atteindre -2, -3, et donc comme je viens de dire, des pics à -7, à -15 pardon, et des zones à -7, -8. Et donc pour ce qui est de la Banque nationale du Canada, l'échelle ici, elle est beaucoup plus précise. On voit qu'on passe de 0 à 5 ou à -5. Donc ici, en fait, avec la ligne rouge, on peut voir clairement que voilà, les données qui sont dans une rentabilité négative sont à -2, -3, et avec des limites allant jusqu'à -5. Donc ici, comparé pour nous la sévérité des pertes quand l'échelle des graphiques ici, quand l'échelle n'est pas équivalente, ça nous semble peu cohérent. Donc troisièmement, et cela correspond à toutes les banques, les prévisions des VaR fluctuent en grande partie d'un jour à l'autre, et cela reflète très bien le rééquilibrage journalier des portefeuilles de trading des banques et des chocs de volatilité. Quatrièmement, et c'est le plus important pour cette étude, nous remarquons en fait que le nombre de violations est extrêmement bas. Donc je rappelle, une violation pour la Banque de la Nouvelle-Écosse et une autre pour la Banque nationale du Canada. Donc ces deux banques éprouvent une violation chacune, alors que les 4 autres banques n'ont pas de perte excédant la VaR. En effet, sur 7354 jours de trading observés, il y a donc uniquement 2 violations où la perte excède la VaR, et donc 2 violations où la perte excède la VaR sur les 74 violations qui ont été estimées. 74 violations, car le niveau de confiance dans cette étude est de 99%, et donc 1% de 7354 nous donne 74. Ce nombre de violations étonnamment bas nous indique bien une surestimation de la VaR, mais nous allons vous le démontrer mathématiquement au point suivant. Donc ici on peut avoir clairement aussi une mesure de la surestimation de la VaR par ces deux graphiques. Donc il est important de noter qu'il est possible de mesurer l'exagération moyenne de cette VaR. En effet, grâce à la méthode d'extraction de données utilisée par les auteurs, pour rappel la méthode MATLAB, ils ont eu la possibilité de mesurer l'exagération de cette VaR. Donc voici ici deux graphiques qui représentent la mesure de cette exagération pour deux banques de l'échantillon. Donc par exemple, pour la banque ici de Montréal, on peut voir ici qu'il y a 79% d'exagération de la VaR. Donc d'abord pour vous expliquer un peu les axes et la zone grise, la zone qui est grisée au milieu, cette zone grise représente en fait la zone de non-rejet. Donc la zone où la VaR n'est pas considérée comme surestimée. En dessous de cette zone, nous remarquons qu'il y a une ligne bleue. Quand on regarde l'axe X, on voit que pour la banque de BMO, les probabilités commencent à 0,55. Donc il faut bien imaginer que le graphique a été pris à un moment donné, mais que il y a bien la ligne bleue qui s'étend en dessous, enfin, je veux dire à la gauche du graphique vers 0. Donc pour conclure, ici il y a 79% de surestimation de la VaR. Contrairement ici à la Banque nationale du Canada, où on peut noter seulement qu'il y a 19% d'exagération de la VaR. Ces résultats empiriques nous indiquent donc une exagération forte et systématique de la VaR. Nous sommes toujours dans l'analyse empirique. Après avoir étudié les données et un peu de statistiques résultatives, nous allons terminer avec le backtesting. Dans cette partie, les auteurs ont appliqué des tests de couverture standard à la VaR des différentes banques dans le but d'évaluer l'exactitude des modèles de VaR internes. Afin de vérifier si la différence entre le nombre réel de violations et le nombre attendu de violations est significative, les auteurs ont utilisé deux tests de couverture différents. Le premier test est le test inconditionnel de Kupik et le second test est le test conditionnel de Christopherson. Ce dernier fut utilisé dans le but de prendre en compte une éventuelle dynamique des violations, autrement dit afin de tenir compte du moment où les violations ont été constatées. Ces tests de couverture mettent l'accent sur la simple question: est-ce que le nombre réel de violations est égal au nombre attendu de violations? Le tableau 3, ci-dessus présenté dans les slides, présente pour chaque banque les résultats des tests effectués par les auteurs. La première partie du tableau indique les tests effectués sur base des VaR internes des banques, et la deuxième et troisième partie du tableau indiquent respectivement les VaR effectués sur base des VaR estimés par la méthode historique et les tests effectués sur base des VaR estimés par la méthode Garch.
Ces deux modèles ont été évalués en utilisant des données historiques sur les P&Ls de chacune des banques sur une période de 1 an. En ce qui concerne les deux méthodes de référence, simulation historique et Garch, on peut noter que la méthode Garch peut s'adapter directement aux possibles chocs, alors que pour la simulation historique, ce n'est pas le cas. Les auteurs constatent que dans la partie 1 du tableau, les tests qui ont pour hypothèse que le nombre réel d'exceptions est égal au nombre attendu d'exceptions indiquent que celle-ci est systématiquement rejetée à un niveau de confiance de 95%, et ce, même pour les deux banques qui ont éprouvé une exception, à savoir la Banque de la Nouvelle-Écosse et la Banque nationale du Canada. Les auteurs constatent également que les tests indiquent des VAR excessivement grandes, et afin d'évaluer plus loin l'exactitude des modèles propriétaires, ils ont comparé les VAR internes des banques aux prévisions des VAR calculées par les deux modèles évoqués avant, c'est-à-dire le modèle de simulation historique et le modèle de Garch. Ces deux modèles de référence, parties B et C du tableau, ont des VAR plus petites, aussi bien en termes de moyenne que de médiane, par rapport au modèle interne des banques. Cette conclusion est compatible avec une autre étude menée par Berkowitz et O'Brien en 2002, qui ont apporté la première preuve directe que les modèles de VAR internes des banques américaines fournissent une VAR plus élevée que les modèles économétriques comme Garch ou la simulation historique. Une conséquence directe de cet effet est que le nombre d'exceptions produites par chaque modèle de référence est significativement plus grand que le nombre réel d'exceptions. Un résultat important du tableau 3 est qu'aucun des tests de couverture des modèles de référence rejette l'hypothèse de base que le nombre réel d'exceptions est égal au nombre attendu d'exceptions. Cela contraste avec les modèles internes des banques qui sont systématiquement rejetés par les tests de couverture. Par conséquent, la différence entre le nombre réel d'exceptions et le nombre attendu d'exceptions est significative dans la partie A du tableau et non significative dans les parties B et C du tableau. Les auteurs interprètent cet ensemble de résultats comme la preuve supplémentaire de la surestimation des VAR des 6 grandes banques canadiennes. Nous venons donc de vous apporter la preuve mathématique que les 6 banques canadiennes surestiment leurs VAR. Voilà, donc nous allons maintenant terminer avec une conclusion. Donc la contribution principale de l'article fut en fait de déterminer si en pratique les banques exagéraient leur VAR ou non. Cela s'est avéré être le cas, étant donné que les tests évoqués précédemment ont démontré que les modèles d'estimation interne de la VAR de chaque banque impliquaient une différence significative entre le nombre attendu d'exceptions et le nombre réel d'exceptions, à savoir respectivement 74 et 2. Le but de notre présentation n'est pas de privilégier la surestimation ou la sous-estimation de la VAR. Nous avons démontré précédemment les raisons pour lesquelles une banque exagérait ou non sa VAR, et c'est alors au manager de risque des banques de prendre la décision de soit surestimer, soit se rapprocher le plus possible, ou soit de sous-estimer sa VAR. Néanmoins, il faut bien se rendre compte que lorsque la VAR d'une banque est surestimée, cela implique qu'elle est plus risquée que ce qu'elle n'y paraît, ce qui pourrait avoir des conséquences directes sur les cours de bourse. Et inversement, lorsque la VAR d'une banque est sous-estimée, la banque paraît moins risquée que ce qu'elle ne l'est en réalité. Il est important de rappeler que les autorités financières canadiennes ont rendu obligatoire l'utilisation de la VAR comme mesure de risque et qu'ils ont le pouvoir de juger de l'efficacité de son estimation. D'après l'auteur principal de l'article, qui a été interviewé après la publication de cet article justement, il dit que la VAR est un outil qui pourrait être remis en question. En effet, la crise des subprimes de 2007-2008 a révélé une grande lacune dans la capacité des banques à évaluer correctement les aléas du marché. Si les banques peuvent mettre plusieurs semaines pour estimer leurs pertes réelles, penser qu'elles sont capables de mesurer quotidiennement les risques est illusoire. D'après l'auteur, la VAR agit un peu comme un airbag qui fonctionne très bien tant qu'il n'y a pas d'accident, mais qui s'avère inutile quand on en a réellement besoin. Donc en période calme, les réserves sont trop grandes et en période de crise, elles sont insuffisantes. Cela a des impacts majeurs sur l'ensemble de l'économie puisque ce sont les banques centrales qui pallient les besoins en liquidité des autres banques. Aujourd'hui, c'est donc l'ensemble des outils de mesure du risque qui mériteraient une réforme structurelle. Il est temps de s'interroger sur la pertinence de la VAR. Peut-être devrait-on envisager un calcul du risque plus désagrégé, qui tienne compte de la sévérité des pertes générées et pas uniquement de leur fréquence, et qui puisse tenir compte de la facilité avec laquelle des positions peuvent être débouclées. Donc là, on fait référence à l'effet de diversification. Donc il y a autant de questions qui demeurent en suspens. Donc voilà, nous en avons terminé avec notre présentation. Nous espérons que cela vous a plu
et qu'on vous aura apporté un ensemble d'informations pertinentes sur cette thématique. Merci pour votre attention.